Pour de nombreux étudiants, obtenir son diplôme évoque les longues soirées passées à la bibliothèque, les éclats de rire à la cafette de la fac, la pression des examens et l'incroyable satisfaction de les réussir. Mais c'est enfermée, apeurée et isolée qu'Emma a vécu son année à la Sorbonne. Prise au piège, elle a décidé de devenir la chasseuse plutôt que la proie et de traquer son traqueur. Vous écoutez le 104e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire recueillie par Anthony Lesme. Après l'obtention de mon bac à Amiens, je suis partie poursuivre mes études à Paris au sein de la Sorbonne en histoire de l'art. Et durant cette année, je me rends compte que c'est le marché de l'art qui m'attire et après plusieurs discussions avec mes professeurs, on me conseille de faire du droit. Je m'inscris en parallèle de ma deuxième année d'histoire de l'art dans un cursus de droit aménagé au sein de la Sorbonne. Durant ce cursus, je passe mes premiers partiels en février. Et là, je fais la rencontre à la cafétéria d'un étudiant qui se propose de m'aider à réviser mes partiels. Donc c'était mes premiers partiels de droit, j'étais très stressée. Et donc cette aide était vraiment la bienvenue. Jonathan me dit qu'il est élève en droit des affaires, en Master 1, et qu'il suit un cursus aussi à l'école d'avocat. Donc je me dis que c'est vraiment super, je vais pouvoir obtenir de l'aide d'une personne aguerrie. On révise toute la journée ensemble, on fait connaissance aussi, et je le trouve très amical, très sympathique, et son aide a été précieuse car j'ai largement réussi l'examen de la journée. Jonathan me propose de boire un verre pour fêter cet examen réussi en compagnie des secrétaires de la fac. Donc je trouve ça assez étonnant parce que je ne connais pas du tout le personnel et je ne pensais pas que des élèves puissent aussi le connaître. Mais je suis un peu dans l'obligation d'accepter car il m'a aidé toute la journée et son aide a vraiment été effective. Donc je vais prendre un verre avec lui. Et je me rends compte qu'il connaît tout le monde au sein de la Sorbonne, toute l'équipe administrative, et je me retrouve à boire un verre dans le local de l'administration et à fumer des cigarettes dans ce local. Donc c'est assez lunaire. Je lui fais rapidement comprendre que ça n'ira pas plus loin entre nous, car il ne me plaît pas physiquement, et c'est quelque chose qu'il a très bien accueilli. Suite à ce verre, il se propose de me ramener chez moi en voiture et il s'avère qu'il habitait vraiment à côté de chez moi. Donc c'était plutôt cohérent. Il me ramène chez moi. Lorsque j'arrive, je décide de réviser encore car j'avais des sessions de partiels qui continuaient pendant toute la semaine. Vers 23h, je commence à recevoir plusieurs textos, pas d'un numéro masqué, mais d'un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone portable, une personne qui me dit « Je suis en bas de chez toi, ouvre-moi, tu as intérêt de m'ouvrir, ouvre-moi, sinon je vais réveiller tous les voisins. C'est papa, je suis en bas. » Mon père, habitant à Amiens, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est en train de me faire... un canular, donc je prends ça plutôt à la rigolade. Mais les messages continuent et je reçois aussi des appels, et lorsque je décroche, personne ne me parle. Donc, par sécurité, je décide de regarder par la fenêtre de ma chambre s'il y a quelqu'un ou non en bas dans la rue. J'ouvre la fenêtre, il n'y a personne, je la referme, et là je reçois un texto « Je t'ai vu, tu as intérêt de m'ouvrir ». Là, je commence à angoisser un petit peu. Et je reçois 2 textos très inquiétants. Le premier qui me dit « Si tu ne m'ouvres pas, tu vas rejoindre Albéric. » Albéric qui est mon grand-père mort il y a 5 ans. Donc là, je comprends qu'on n'est pas du tout en train de me faire une blague, ou alors c'est une blague de très très mauvais goût.
Je reçois un deuxième message qui mentionne mon prénom Emma, mon deuxième nom, ainsi que mon nom de famille, ainsi que le nom de ma sœur, en la menaçant de mort également. Là, je suis très angoissée, surtout que je suis dans une période de partiel qui est déjà assez stressante. Je décide de fermer tous les verrous de ma porte. Je suis seule dans mon appartement, mon colocataire étant parti en voyage. Et je décide, par réflexe, d'appeler Jonathan, que je viens de rencontrer, car je me demande si il n'est pas en train de me faire cette blague. Je le contacte sur les réseaux sociaux, car il ne m'avait pas donné son numéro et je ne lui avais pas donné le mien. Et il prend extrêmement mal cette accusation, il se vexe et me bloque des réseaux sociaux. Donc là, je me dis, j'ai commis un impair, j'ai rencontré une personne extrêmement susceptible et je ne le savais pas. Et sur les conseils d'un autre ami, je bloque ce numéro de téléphone pour me coucher et être prête le lendemain. Et donc, après l'avoir bloqué, je reçois des messages d'un compte Facebook qui vient d'être créé, sans photo de profil, sans amis, un fake, qui m'envoie coucou, ça va, comment tu vas, etc. Je comprends que c'est la même personne, je décide de la bloquer encore. Après, ce soir-là, ça s'est arrêté. Le lendemain, je me rends à la faculté pour réviser et je vois Jonathan. Je me rends à sa rencontre pour m'excuser de l'avoir accusé à tort. Il me présente également ses excuses pour avoir agi de façon assez colérique. Et donc, nous allons réviser dans une pièce. Et il demande les clés d'une salle au personnel de la faculté pour que nous ayons une pièce pour réviser. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je trouve ça plutôt cool. Nous allons réviser tous les deux dans cette pièce. À ce moment-là, je reçois des textos. Des textos qui sont assez menaçants et obscènes, où cette mystérieuse personne me dit qu'elle m'a suivie après un examen jusque chez moi, elle mentionne mon adresse, qu'elle m'aime, qu'elle ne cessera jamais de se rendre en bas de chez moi pour me regarder, mais qu'elle ne me fera pas de mal. C'était un discours assez confus que j'ai parce que d'un côté, cette personne me dit qu'elle m'aime, d'un côté, elle me dit des choses assez obscènes du type qu'elle ne peut pas me parler parce qu'à chaque fois elle me voit, elle bande. Et je remarque aussi que l'orthographe des textos a changé. Les premiers textos que j'ai reçus étaient d'un français impeccable, maîtrisé, sans faute d'orthographe. Tandis que par la suite, les textos que je reçois sont bourrés de fautes d'orthographe, d'une écriture très très sommaire. Je m'inquiète un petit peu aussi sur l'état mental de cette personne, mais paradoxalement, je suis assez rassurée de recevoir des textos à ce moment-là parce que ça veut dire que ce n'est pas Jonathan, que je peux continuer à le côtoyer. Donc forcément, au moment où je reçois les textos, j'en fais tout de suite part à Jonathan, qui réagit avec une grande spontanéité et humanité, qui me demande ce qui m'a été dit, ce que je devrais éventuellement répondre. Mais à la fin de la session de révision, il en a un peu marre que je parle de cette histoire. Et il me dit qu'il en peut plus, qu'il faut que j'arrête, que je suis en train de saouler tout le monde, de lui et sûrement mes amis. Et il se propose de m'acheter une bombe lacrymogène pour que je sois rassurée, que j'arrête d'en parler et pour pouvoir éventuellement me défendre. Donc on révise cette plaidoirie. Lui, il prend son téléphone pour me filmer pendant que je la récite, pour corriger mes erreurs, revenir sur ma gestuelle. Je passe cette plaidoirie et c'est encore une fois un succès grâce à cette séance de révision.
Donc, on discute encore beaucoup, on fait connaissance et il me ramène encore chez moi. Et moi, je décide de pas dormir chez moi parce que cette personne qui me harcelait avait mon adresse. Je vais chez mon petit copain de l'époque, donc je prends le nécessaire et je pars dormir chez lui. Pendant la nuit, je reçois un message, cette fois-ci d'un autre numéro de téléphone, me disant « Comment tu vas ? Je viens prendre de tes nouvelles ». Je comprends que cette personne ne va pas du tout arrêter de m'écrire. Je commence à avoir peur car je me demande jusqu'où ça va aller et quand ça va s'arrêter. Le lendemain, plusieurs comptes Facebook sont créés à mon nom, en reprenant toutes mes photos, toutes mes informations, vraiment mon profil Facebook à l'identique. Ces comptes Facebook envoient des messages à mes amis en me prostituant sur Facebook. Forcément, je suis prévenue assez rapidement par mes amis, dont Jonathan, qui est un des premiers à me téléphoner pour m'avertir de ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu un moment où je suis désemparée parce que je peux rien faire contre ça. J'essaye de signaler les comptes, mais ça prend du temps et d'autres sont créés. Ça devient assez angoissant pour moi. Mon petit ami décide d'appeler le numéro de téléphone pour le menacer en masqué, en lui disant que je vais aller porter plainte. Et suite à ça, je reçois un message sur mon téléphone disant « Tu as fait une grave erreur, tu n'aurais jamais dû faire tourner mon numéro de téléphone ». Tu vas le payer en bas de chez toi ou à la fac, va savoir. Et là, il me donne tout mon emploi du temps de la faculté, avec non seulement les horaires, mais aussi le nom de mes professeurs. Il m'envoie un deuxième message en me disant « Et tu peux dire en mentionnant le nom de mon ami, que j'ai une carte Lyca mobile, je tremble devant la justice, il ne m'arrivera rien. » Alors que... mon ami l'avait appelé en masqué, que je ne l'avais pas encore présenté à mon entourage, donc personne autour de moi le connaissait. Là, je me dis que je suis quand même face à quelqu'un qui a réuni beaucoup d'informations sur moi et ça me fait vraiment peur. Et donc, je décide d'appeler le mari de ma cousine qui travaille dans la gendarmerie pour obtenir un conseil déjà, lui expliquer ce qui est en train de se passer. Je l'appelle et lui me dit tout de suite que ça fait que 3 jours, qu'on en est déjà à ce niveau d'information et de harcèlement parce que je recevais beaucoup de messages et beaucoup d'appels. Et que on ne peut pas laisser cette situation comme telle. Et donc, je vais devoir me rendre à la brigade de cybercriminalité de la brigade section de recherche. Je suis assez rassurée, mais ça prend un petit peu de temps pour obtenir un rendez-vous là-bas. Je suis obligée d'attendre environ 1 semaine et demie avant de pouvoir les voir et leur parler. Moi, je continue pendant toute cette semaine à aller récupérer des affaires chez moi, faire des allers-retours. Je me fais également accompagner pour aller en cours, puisque comme il connaissait mon emploi du temps, j'avais vraiment peur de le croiser à tous les instants et je ne savais pas de quoi cette personne était capable. À la fin de la semaine, je rentre chez moi avec un ami pour récupérer des affaires et au moment où je franchis la porte de mon appartement, je reçois des messages me disant tu n'as pas dormi chez toi hier, je sais que tu n'as pas dormi chez toi. Donc moi, je tente le bluff en lui disant « mais si, j'ai dormi chez moi ». Et cette personne me répond « non, t'as pas dormi chez toi, j'ai attendu jusque 6h du matin ». Tu devais être encore en train de te faire baiser, sale pute. Très sympathique. Je récupère des affaires et là, il me propose un rendez-vous devant ma faculté, qui se trouve près du parc du Luxembourg. Et c'était un dimanche, donc plutôt ensoleillé. Donc ça voulait dire beaucoup de monde, des personnes qui font une balade, qui promènent leurs chiens, etc. Et l'ami avec lequel j'étais me dit « Emma, il faut qu'on y aille ».
moi je vais lui régler son compte, j'en ai marre de cette histoire, ça te pourrit la vie, tu peux même plus dormir chez toi, allons-y. On décide de prendre le bus pour se rendre au lieu indiqué et de s'arrêter un arrêt avant pour pouvoir avoir une sorte de vue panoramique et éventuellement repérer quelqu'un. Pendant tout le trajet, je reçois des messages hyper obscènes me disant que il va venir avec ses frères, me violer, que je vais comprendre ma douleur, que il va se venger pour ce que je lui ai fait, que si je viens avec quelqu'un, il va le tuer, etc. Je suis hyper mal, j'ai la boule au ventre. Heureusement que je suis avec quelqu'un à ce moment-là. Et lorsque nous arrivons sur le lieu du rendez-vous, on voit personne. Pas de voiture suspecte, pas d'individu suspect. Je reçois des messages me disant « Je te vois avec ton ami », en mentionnant son nom encore une fois. Donc un nouvel ami qu'il connaissait. Donc il avait une vision sur tout mon entourage, il connaissait l'identité de tout le monde. Et d'ailleurs, il me le dit à ce moment-là, je connais tout de toi, je t'ai suivi les dernières semaines, tu es même allé dans cette boîte il y a tant de jours, etc. Et il nous propose un autre rendez-vous, cette fois-ci dans une impasse. Et nous décidons de ne pas s'y rendre, jugeant que c'était trop imprudent. La semaine suivante, je continue à recevoir des appels et des messages qui mentionnent les lieux que je visite, la façon dont je suis habillée, l'heure où je me rends dans ces lieux. Moi, je suis très angoissée parce que dans la rue, j'ai l'impression qu'on me suit tout le temps. Je suis toujours en train de regarder derrière moi et ça devient même assez fatigant mentalement. L'ami qui m'a aidée voit son compte Facebook se faire pirater. Donc je culpabilise aussi d'en avoir parlé autour de moi. J'ai l'impression de mettre des personnes en danger. Alors je décide de me rendre chez mes parents où je pense être plus en sécurité car ils habitent dans un petit village du nord de la France. Et durant le trajet, je continue à recevoir des messages me disant je sais que tu te rends chez tes parents dans tel village. Je suis vraiment complètement désemparée et je commence à me demander s'il n'a pas piraté mes réseaux sociaux, voire mon ordinateur pour obtenir de telles informations. Mes parents sont extrêmement inquiets, eux aussi, ce qui vient nourrir davantage mon angoisse. Là, je ne sais plus quoi faire. Au bout de 2 semaines environ, a lieu mon rendez-vous avec la BRI. Je m'y rends un petit peu angoissée et intriguée. J'avais jamais eu affaire aux forces de l'ordre avant. Je suis reçue par un adjudant et une personne qui l'assiste, à qui je raconte toute cette histoire. Et ils sont très attentifs, très à l'écoute, ils me posent beaucoup de questions et ils jugent cette affaire plutôt inquiétante. Ça me rassure d'une certaine façon parce que en y allant, j'ai un sentiment un petit peu d'illégitimité. Je savais pas trop à qui m'adresser, si vraiment j'avais des recours. Donc, je suis rassurée d'être en face de personnes qui mesurent la portée de cette histoire. Ils me questionnent sur mon entourage, les personnes que j'ai rencontrées récemment, sur leur personnalité, comment elles se comportent, etc. Je mentionne mon copain, certains de mes amis que j'avais rencontrés récemment en droit, et évidemment Jonathan. Presque instinctivement, leur attention se porte sur lui, alors que pour moi, j'avais reçu plusieurs textos en sa présence, donc c'était pas possible. Ils me disent que tout ça va prendre un petit peu de temps, car ils doivent demander un mandat à l'opérateur, et les opérateurs sont très souvent sollicités par la justice. Donc le temps que l'autorisation soit délivrée, il va falloir à peu près 3 semaines.
Suite à ce rendez-vous, j'en parle à mes amis, dont Jonathan, qui me pose beaucoup de questions sur ce qui s'est dit. On reste toujours en contact. Il me fait plusieurs cadeaux, il m'offre du thé, il m'invite à boire un verre, il veut que on célèbre ensemble la fin de mon année. Puis il me pose pas mal de questions sur l'avancée de l'affaire, est-ce que j'ai des nouvelles. Et moi, parallèlement, je ne reçois plus aucun texto de la personne qui me harcelait. Et ça continuait quand même à nourrir beaucoup mon angoisse parce que je me demandais si ça n'allait pas du coup aller plus loin la prochaine fois, si ça n'allait pas s'arrêter à des textos, si j'allais pas retrouver quelqu'un qui m'attendrait véritablement en bas de chez moi. C'est pas du tout une période rassurante pour moi de ne plus avoir de nouvelles de mon harceleur. 3 semaines après, j'ai des nouvelles de la BRI. Je pensais qu'il m'avait un petit peu oubliée parce que c'était un délai assez long. À 9h du matin, ils me téléphonent pour me dire qu'ils ont trouvé la personne coupable, qu'elle est en garde à vue depuis 6h du matin, qu'ils sont allés faire une perquisition chez lui et qu'il s'agit de Jonathan. Lorsque la BRI me révèle son identité, je suis estomaquée parce que je l'avais rayé de ma liste des suspects depuis très longtemps. Et il m'annonce qu'il va passer 72 heures en garde à vue et subir une expertise psychiatrique. Les gendarmes me disent que lors de l'interrogatoire, il a tout de suite avoué les faits et il rajoute que pour lui, c'était une blague qui a mal tourné, c'était un jeu que j'ai mal pris, qui est allé trop loin, que j'étais pas du tout son type de femme, loin de lui l'idée de me faire du mal. Il dit qu'il comptait s'excuser auprès de moi, même si je n'ai pas eu d'excuses, et auprès des gendarmes, il fait profil bas. Suite à ces 72 heures de garde à vue, il est relâché dans la nature jusqu'à la date du procès. Je dois me rendre à la BRI pour signer ma déposition et à ce moment, le gendarme qui m'avait reçu me conseille d'aller prévenir la direction de l'université de tout ce qui vient de se passer, me donne sa carte pour que je puisse la transmettre et se dit prêt à témoigner auprès de la direction. Il est très disponible et je trouve ce conseil très bienveillant et plutôt logique. Quelques jours plus tard, je me rends avec un ami au sein de la direction de la Sorbonne où j'explique mon histoire à une personne de l'administration qui tout de suite prend la mesure de cette affaire et convoque la directrice juridique. La directrice juridique de la Sorbonne me reçoit. Je trouve pas les mots pour lui parler parce que tout ça vient de se passer. J'ai du mal à organiser mon récit. Je suis assez confuse et son accueil me déstabilise encore plus car elle ne m'accueille pas dans son bureau. Elle me reçoit tout simplement dans un vulgaire couloir. Elle ne demande même pas mon prénom, ni le prénom de la personne concernée. Elle ne vérifie même pas si je suis effectivement ou pas étudiante dans cette université. Et elle me dit tout simplement que pour elle, ce sont des textos, que certes, ça a eu lieu au sein de la Sorbonne, mais comme il s'agit de textos, c'est dématérialisé. Donc on ne peut pas considérer que la Sorbonne soit impliquée d'une quelconque manière dans cette affaire, qu'il n'y aura pas de conseil de discipline pour cette histoire et que la voie pénale m'est ouverte et elle me prie de partir. Je suis assez déçue et triste de voir que l'accueil qui m'est réservé est assez déplorable. Et en même temps, je suis lessivée d'avoir encore raconté cette histoire. Et mon amie qui est avec moi tente de négocier avec elle, de lui dire « Mais écoutez, elle peut le recroiser, vous vous rendez compte ?» Le ton monte un petit peu entre les deux. Je décide, voyant qu'on n'allait pas pouvoir obtenir justice, je décide de calmer le jeu et de lui dire on s'en va.
Et lorsque je sors de ce rendez-vous, je suis fatiguée et j'en ai marre. Et mon ami me conseille d'aller parler à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas envie. Donc, ça n'ira pas plus loin au niveau de la direction de la Sorbonne. Six mois plus tard, au moment de la rentrée universitaire 2018, il y a la première audience. Lors de cette audience, je n'ai aucune revendication. Je demande rien, pas d'injonction, pas d'argent. J'ai qu'une envie, c'est de mettre cette histoire derrière moi, qu'elle s'arrête. Et pour moi, cette audience représente la fin de cette affaire. Donc je m'y rends accompagnée d'un ami. Et lorsque j'arrive au procès, on me prévient tout de suite que le prévenu n'est pas présent, qu'il a adressé une lettre au tribunal disant qu'il avait bien conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais qu'il était dans l'incapacité de venir à cause de raisons de santé. Et donc, le juge, pour préserver les droits de la défense et parce qu'il avait un casier vierge, ne souhaite pas juger cette affaire maintenant et préfère reporter l'audience. Il me demande quand même ce que j'en pense et moi je dis que je m'y oppose parce qu'il n'y avait pas de certificat médical, pas de justificatif. On préfère préserver les droits de la défense, donc le procès est reporté. Mon retour à la vie universitaire après la première audience est assez chaotique car j'ai tellement peur de le revoir, mais aussi de revoir le personnel administratif avec qui il s'était lié d'amitié, que je ne vais plus en cours et je viens uniquement pour passer mes examens. Un jour, je suis obligée de me rendre à la faculté pour passer mes examens. Et un des secrétaires que j'avais rencontré auparavant avec Jonathan vient me voir, me dit d'une façon plutôt affectueuse « Tu as eu des problèmes avec Jonathan, je comprends, maintenant c'est terminé. Je lui ai demandé de plus revenir ici, mais par contre, évite d'en parler, personne n'a besoin de savoir. » J'avais vraiment peur que le personnel de la fac s'en prenne à moi d'une manière indirecte parce que il était très ami avec ce personnel et peut-être qu'il leur avait dit que j'avais menti. Donc j'avais peur aussi bien du personnel que de le revoir. Donc j'ai décidé de ne plus y retourner. Donc c'est une année assez compliquée parce que je dois me débrouiller pour récupérer les cours, je dois expliquer ma situation aux professeurs qui sont parfois plus ou moins compréhensifs, mais je trouve que globalement ils ont été plutôt compréhensifs. Mais c'est quand même une année difficile et c'est ce qui pousse mon entourage à m'encourager à prendre un avocat et je me dis aussi que ces préjudices doivent être réparés. En tant qu'étudiante, je me rends compte que j'ai le droit à l'aide juridictionnelle, ce qui déjà me facilite un petit peu plus la tâche. Et je me rappelle que le père d'un de mes amis est avocat. Donc, par réflexe, je le contacte. Je lui explique tout ce qui s'est passé. Il me dit tout de suite « Mais attendez, votre histoire mérite vraiment d'être défendue. Je prends votre affaire. On va se rencontrer, préparer cette seconde audience. » J'ai plusieurs rendez-vous avec mon avocat pour préparer le procès. Et il décide de demander une injonction d'éloignement ainsi que des dommages et intérêts. Et il demande 6 mois ferme. En juin 2019, je reçois le coup de fil d'un journaliste du Monde, Yann Boucher, qui m'explique qu'il enquête depuis 1 an avec 2 autres journalistes sur Jonathan
Et il m'apprend que, en réalité, Jonathan a 33 ans, qu'il n'est pas du tout en master de droit des affaires, qu'il se réinscrit chaque année en première année depuis 10 ans, et que après moi, il y a eu un autre procès où il a été condamné à 6 mois ferme avec mandat de dépôt. En réalité, ça fait plusieurs années qu'il est impliqué dans des affaires de harcèlement au sein de la faculté et que plusieurs dizaines de filles sont concernées. Donc moi, je suis vraiment stupéfaite. J'avais compris dès le début que sa technique était extrêmement bien rodée. Toutes les informations qu'il avait, ça montrait qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Je pensais pas que c'était d'une telle ampleur. Et j'apprends que ça fait des années qu'il est très ami avec les secrétaires de la faculté, que c'est monnaie courante qu'il ait accès aux amphis pour regarder des matchs de foot, pour faire des choses qui sont complètement impensables lorsqu'on est étudiant là-bas. Et j'apprends aussi qu'il administrait une page Facebook qui était très suivie à la Sorbonne, une page Spotted qui permettait de retrouver des filles ou des garçons qui nous plaisaient avec une description physique. C'était des lettres d'amour anonymes. Et lui se servait de cette page pour lui-même alpaguer des victimes. Sauf que c'est pas facile de créer des pages, de leur faire connaître un certain succès. Et j'ai trouvé que ça montrait d'autant plus que c'était quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Et quand j'ai appris qu'il était en L1, j'étais très étonnée parce que durant mes devoirs, il m'a vraiment aidée à la perfection et j'ai eu des notes grâce à lui qui était vraiment très élevé. Donc c'était vraiment quelqu'un d'intelligent qui se servait de la faculté comme d'un outil, un véritable terrain de chasse. En novembre 2019 arrive cette seconde audience. Lorsque j'arrive, j'étais assez angoissée à l'idée de revoir Jonathan. Et lorsque j'arrive, il n'est pas là. Et il n'y a pas d'avocat pour le représenter et il n'y a pas de lettre. Et le juge commence à expliquer au début de l'audience que le tribunal a plusieurs fois essayé de le contacter, que l'huissier a effectivement bien notifié Jonathan du report de l'audience, qu'il est injoignable. On est encore face à un cas de figure d'absentéisme et il hésite encore une fois à juger cette affaire pour préserver les droits de la défense. Mon avocat prend la parole, discute avec lui et lui explique que ça fait trop longtemps que j'attends, que pour lui c'est un mépris de la justice et qu'on doit juger aujourd'hui. L'audience se déroule plutôt bien avec une procureure qui prend ma défense de façon assez sévère. Et il y a eu des expertises psychiatriques qui ont été effectuées à son sujet, qui toutes corroborent pour dire que c'est quelqu'un d'atteint de troubles compulsifs, de pervers, qui est curable, mais qui doit subir un internement. Et le jugement tombe, il est condamné à 4 mois ferme et à me verser des dommages et intérêts. Mais je n'obtiens pas l'injonction. Aujourd'hui, suite à l'article du Monde qui a eu une certaine résonance au sein de la Sorbonne, l'université était censée mener une enquête interne. Cependant, je ne sais pas si vraiment cette enquête a eu lieu, puisque je n'ai jamais été entendue durant cette enquête, ni la seconde personne concernée. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette enquête. Et le personnel de la Sorbonne qui était concerné est toujours en place aujourd'hui. Je suis plutôt revenue à la normale dans mon cursus universitaire. Je sais qu'il n'a plus le droit officiellement de se rendre dans les locaux de la Sorbonne, donc ça m'a beaucoup rassurée. J'y retourne.
J'ai toujours parfois une petite appréhension d'éventuellement le recroiser. Et d'ailleurs, je l'ai croisé durant les grèves SNCF dans le tramway et je ne sais pas s'il m'a vu. En tout cas, j'y pense de moins en moins, mais je suis quand même assez étonnée encore aujourd'hui d'avoir été dans une telle affaire. Jonathan, il s'attaquait vraiment à des filles qui étaient seules, qui n'avaient pas d'amis. Et moi, j'étais une personne assez solitaire. Et donc, je pense qu'il a assimilé ma personne à une personne fragile, alors que j'avais un entourage qui a été très présent pour moi. Du coup, il a voulu s'attaquer à moi, mais j'ai tout de suite réagi. Mais aujourd'hui, je sais qu'il s'est attaqué à plein de filles qui sont vraiment traumatisées par ses textos, ses messages. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de combats féministes. Ça m'a rendue plus empathique, peut-être plus militante. Et je suis assez fière d'être allée jusqu'au bout. Je me sens chanceuse parce que j'ai été entendue par les forces de l'ordre, par la justice. Mais aujourd'hui, l'angoisse que m'a provoquée toute cette histoire a révélé chez moi d'autres angoisses. Je fais beaucoup de cauchemars, des terreurs nocturnes. Sur les conseils de mon avocat, j'ai vu un psychiatre et après j'ai été suivie par une psychologue et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que parfois même dans la rue, quand une personne m'approche un petit peu trop vite ou que je sens ou que j'ai l'impression d'être suivie, je me mets à sursauter, je suis pas bien du tout. Mais ça, je m'en rends compte vraiment sur le long terme. Au début, je pensais pas que cette histoire allait me laisser dans une telle angoisse, allait provoquer un stress chez moi. J'ai l'impression un petit peu de vivre en veille, surtout que j'ai encore eu des alertes sur mon compte Instagram de personnes qui essayent de se connecter. Alors, je peux pas relancer l'enquête pour ça et je saurai jamais si c'est lui, mais les autres filles ont également reçu des alertes sur leurs réseaux sociaux. Alors, je serais vraiment pas étonnée qu'ils s'en prennent encore une fois à moi. Ça me motive aussi à déménager l'année prochaine parce que j'habite toujours au même endroit, il connaît mon adresse. J'ai très envie de partir et peut-être que ça m'apaisera un petit peu aussi. Le jugement qui a été rendu, je l'ai trouvé plutôt juste et même sévère. Cependant, derrière, il y a un suivi qui est moindre parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il a effectué sa peine. Il ne m'a pas payé les dommages et intérêts qu'il me doit. Donc on a lancé encore une fois avec mon avocat une procédure avec un huissier qui n'a pas porté ses fruits. Et on a porté mon dossier devant une commission d'indemnisation des victimes dont j'attends encore la réponse. Et c'est pas vénal, mais ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que du coup, il n'est pas contraint par ces condamnations. Et j'ai peur qu'il recommence. Vous venez d'écouter le 104e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.